Je n'ai pas compris tout de suite que ce soir-là, on m'avait déjà dépouillée. J'étais assise à table, droite sur ma chaise, les mains posées sur la nappe, pendant que ma propre belle-fille parlait de vacances et que mon fils évitait soigneusement mon regard. À cet instant précis, quelque chose m'échappait encore. Pas l'argent, pas les chiffres, mais le respect. Et quand on perd ça, tout le reste suit. La table était bien dressée, trop bien, presque ostentatoire. Une nappe beige impeccable, des verres à pied d'assortie, des assiettes neuves que je n'avais jamais vues auparavant. Sabrina aimait ce genre de détails. Elle leur aimait montrer qu'elle maîtrisait les choses, que tout était à sa place, sauf moi. Maman, tu peux passer le pain demanda Julien sans lever les yeux de son assiette. Il ne disait plus maman comme avant, plus doucement, plus chaudement. C'était devenu un mot fonctionnel, au même titre que sel. Azels, unap, habsao. Je me levai pour attraper la corbeille, lentement, en prenant soin de ne rien renverser. À 68 ans, on vous regarde toujours comme si vous étiez à 2 doigts de la maladresse. Sabrina me suivait du coin de l'œil, un sourire discret accroché aux lèvres. Fais attention, Marguerite, dit-elle. Le sol est glissant. Marguerite. Elle n'utilisait jamais maman. Jamais. Comme si ce mot ne m'appartenait plus. Je me rassis sans répondre. Les enfants parlèrent de l'école. Élodie riait. Maxime tapotait son téléphone. Julien hochait la tête mécaniquement. Moi, j'étais là, présente, physiquement, mais absente de la conversation, invisible. À un moment, Sabrina posa sa fourchette et soupira. Franchement, tout coûte de plus en plus cher, dit-elle. Entre les crédits, les charges, les imprévus. Heureusement qu'on s'organise. Elle prononça cette phrase en me regardant. Pas longtemps, juste assez. Je sentis une gêne diffuse, comme une petite pression derrière la nuque. Julien se racla la gorge. Oui, enfin, on fait comme on peut. Je bus une gorgée d'eau. Elle avait un goût normal. Je notai ce détail sans savoir pourquoi. Depuis la mort de mon mari, 7 ans plus tôt, j'avais tout simplifié. Compte clair, dépenses mesurées, une pension modeste mais stable. J'avais aidé Julien quand il avait acheté la maison. J'avais gardé les enfants gratuitement. J'avais donné du temps, de l'argent, de la patience. Je n'avais jamais demandé de compte. Tu devrais peut-être penser à te reposer un peu plus, Marguerite, reprit Sabrina. À ton âge, le stress, c'est dangereux. Elle disait ça doucement, trop doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on juge fragile. Julien hocha la tête. C'est vrai, maman, tu te fatigues de trop pour rien. Pour rien. Je regardais mon assiette. Je n'avais plus faim. Un détail attira mon attention. Mon verre était le seul à ne pas être rempli à ras-bord. Une différence minuscule. Ridicule. Mais elle me frappa. Je posai ma serviette. Excusez-moi, dis-je. Je vais rentrer, je suis fatiguée. Personne ne me retint. Julien se contenta de dire Tu es sûre On ne t'a rien dit Sabrina sourit. Repose-toi bien. Je quittai la maison avec une étrange sensation de soulagement mêlé de malaise. L'air frais de la nuit me fit du bien. Sur le chemin du retour, je sortis machinalement mon téléphone. Une notification bancaire venait d'apparaître. Mouvement récent sur votre compte retraite. Je m'arrêtai sous un lampadaire. Mon cœur se serra sans que je sache encore pourquoi. Je n'ouvris pas le message. Pas tout de suite. Une intuition me disait que si je le faisais, plus rien ne serait comme avant. Et cette intuition avait raison. Je n'ai pas ouvert la notification tout de suite. J'ai continué à marcher, mécaniquement, comme si mes jambes savaient où aller, alors que mon esprit refusait encore d'y penser. Le bruit de mes pas sur le trottoir était régulier, presque rassurant. Une part de moi espérait que ce message n'était qu'une erreur, un simple avis automatique sans importance. Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac sur la table de l'entrée et allumé la lumière du salon. Le silence m'a enveloppée aussitôt. Un silence familier, mais ce soir-là, il pesait différemment. J'ai retiré mon manteau, lentement, puis je me suis assise dans le fauteuil, près de la fenêtre. Mon téléphone était toujours dans ma main. Mouvement récent sur votre compte retraite. J'ai respiré profondément et j'ai appuyé. L'écran a affiché une ligne simple, froide, sans émotion. Un retrait, puis un autre. Des dates, des montants, rien d'extravagant pris séparément. Quelques centaines d'euros à chaque fois. Mais, ensemble, cela formait une régularité troublante, toujours après le versement de ma pension, toujours à quelques jours d'intervalle. Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux. Mon cœur battait plus vite. J'ai cliqué sur l'historique. Les chiffres défilaient, mois après mois.
Ce n'était pas un incident, c'était une habitude. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré à voix basse. Je connaissais mes dépenses, chaque euro. Je notais tout depuis des années, l'électricité, la pharmacie, les courses du marché. Rien ne correspondait à ces retraits. J'ai pensé à la banque, à une erreur, à un doublon informatique. C'était forcément ça. À mon âge, on vous répète assez que la technologie se trompe souvent. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Un détail précis. Le mode d'opération indiquait autorisation par procuration. Procuration. Le mot est resté suspendu dans l'air comme s'il n'appartenait pas à mon vocabulaire. J'ai froncé les sourcils. Une procuration, oui. J'en avais bien signé une, autrefois, après la mort de mon mari. Julien m'avait proposé de m'aider au cas où, juste pour les démarches compliquées, avait-il dit. Rien de plus. Je me suis levée brusquement et j'ai ouvert le tiroir du buffet. Mes dossiers étaient là, classés, rangés, presque obsessionnellement. J'ai sorti la chemise bleue, celle de la banque. Mes doigts tremblaient légèrement. Je l'ai trouvée. La procuration. Je l'ai relue 2 fois, puis une troisième. Les mots étaient dès les mêmes, officiels, froids, mais quelque chose clochait. Une mention manuscrite en bas de page, une extension d'autorisation, une date récente, trop récente. Et la signature, je l'ai regardée longtemps, trop longtemps. C'était bien mon nom, mais ce n'était pas mon geste, pas ma main, pas cette courbe-là, pas cette pression. Un frisson m'a parcouru. J'ai repensé au dîner, à la phrase de Sabrina. Heureusement qu'on s'organise. À son regard, à son ton faussement inquiet quand elle parlait de mon âge. Une colère sourde a commencé à monter, mais elle était aussitôt suivie d'un doute terrible. Et si j'avais oublié? Et si j'avais vraiment signé sans m'en souvenir? On m'avait déjà dit que la mémoire flanche parfois. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas dans le salon. Non, je me souvenais très bien de ce que je signais. Toujours. J'ai pris un carnet et un stylo. J'ai noté la date, les montants, le mot procuration. Pour la première fois, je ne voulais pas faire confiance à ma tête seule. Je voulais des traces. Puis j'ai pris une décision simple. Je n'appellerai ni Julien ni Sabrina. Pas encore. Je ne dirai rien. Je voulais comprendre avant de parler. En me couchant ce soir-là, le sommeil a tardé à venir. Les chiffres défilaient derrière mes paupières, et pour la première fois depuis longtemps, une pensée claire s'est imposée à moi. Quelqu'un avait touché à mon argent, et cette personne pensait que je ne m'en rendrais pas compte. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, le corps fatigué mais l'esprit étrangement lucide. La nuit n'avait pas effacé les chiffres, ni la signature maladroite sur la procuration. Au contraire, tout semblait plus net, plus tranchant. Je me suis préparé un café, sans sucre, sans musique, j'avais besoin de silence. J'ai posé le carnet sur la table de la cuisine et j'ai recopié, ligne par ligne, les retraits affichés sur l'application bancaire. Date, montant, heure exacte, toujours les mêmes créneaux, toujours en semaine, jamais le week-end. Quelqu'un savait exactement quand agir. À 8h30, j'étais déjà dehors. J'ai pris le bus comme d'habitude, mais au lieu de descendre à mon arrêt habituel, je suis restée assise jusqu'à l'agence bancaire du centre-ville, celle que je fréquentais depuis plus de 20 ans, celle où l'on connaissait mon nom. À l'accueil, une jeune employée m'a souri. Bonjour, madame. J'aimerais voir mon conseiller, s'il vous plaît. Monsieur Carpentier, elle a vérifié son écran. Il est disponible dans 10 minutes. Vous pouvez patienter. Je me suis assise. Autour de moi, des gens tapaient main sur leur téléphone, parlaient de crédit, de placement. Moi, je regardais mes mains. Elles ne tremblaient pas encore. Quand Monsieur Carpentier est apparu, il m'a reconnue aussitôt. Madame Lenoir, quelle surprise! Entrez, je vous en prie. Son bureau sentait le café, mais le papier. Rien n'avait changé. Je me suis assise en face de lui, le dos bien droit. Je voudrais comprendre certains mouvements sur mon compte-retraite, ai-je dit calmement. Il a hoché la tête et tapé sur son clavier. Le silence s'est étiré, puis son visage s'est légèrement figé, presque imperceptiblement. Effectivement, il y a eu plusieurs retraits par procuration. Par procuration étendue, ai-je précisé. Il m'a regardé, surpris. Vous êtes bien informé? Je sais ce que j'ai signé, et je sais surtout ce que je n'ai pas signé. Il a marqué une pause puis a tourné l'écran vers moi. Cette extension d'autorisation a été enregistrée il y a 4 mois. La demande a été faite en ligne, avec une validation de signature numérisée, sans ma présence physique. Oui, je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. Un poids venait de tomber, lourd et définitif.
Est-ce légal? Ai-je demandé. Il a hésité. C'est contestable. Dans certains cas, cela peut être considéré comme un abus, surtout si la personne concernée n'est pas informée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et si je vous dis que je n'ai jamais donné mon accord? Il a fermé le dossier lentement. Dans ce cas, Madame Lenoir, nous devons envisager une vérification approfondie. Je savais déjà ce que cela voulait dire. Enquête, papier, conflit, famille. En sortant de la banque, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de trahison. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus un doute lié à l'âge. C'était un fait. Quelqu'un avait utilisé mon nom, quelqu'un avait décidé à ma place, et ce quelqu'un vivait sous le même nom que moi. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Tu vas bien, maman? Sabrina s'inquiète. Tu n'as pas répondu hier. J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai rangé le téléphone sans répondre. À partir de cet instant, j'ai compris une chose essentielle. Si je parlais trop tôt, ils effaceraient leurs traces. Alors j'ai choisi de me taire et d'observer. Je n'ai pas répondu au message de Julien, pas ce jour-là, pas le lendemain non plus. J'avais besoin de temps et surtout de silence. Le genre de silence qui permet d'entendre ce que les autres disent quand ils pensent que vous ne regardez plus. 3 jours plus tard, Julien a fini par appeler. Maman, tu boudes? Demanda-t-il d'un ton faussement léger. Non, répondis-je. Je réfléchis. Un silence s'installa. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Sabrina se fait du souci, reprit-il. Elle a l'impression que tu prends tout de travers en ce moment. Je notai la phrase. Tu prends tout de travers. C'était pratique. Ça évitait de parler des faits. Je viendrai vous voir, dis-je simplement. Demain. Il y eut un soulagement immédiat dans sa voix. Parfait, on dînera ensemble. Je raccrochai sans commenter. Le lendemain soir, la maison me parut plus froide que dans mon souvenir. Sabrina m'embrassa sur la joue, rapidement, comme on coche une obligation. Julien m'aida à enlever mon manteau, un peu trop empressé. Assieds-toi, maman. Tu veux de l'eau? Du vin? De l'eau, merci. Je remarquai qu'il se leva lui-même pour remplir mon verre. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange, presque trop polie. Les enfants étaient absents. Tout semblait calculé pour une discussion d'adultes. Tu avais l'air préoccupée la dernière fois, dit Sabrina en coupant sa viande. On s'est demandé si tout allait bien avec la banque. Je levai les yeux vers elle. Pourquoi la banque? Elle sourit. Oh, tu sais, à ton âge, les relevés et les applications, c'est compliqué. On veut juste t'éviter du stress inutile. Julien acquiesça aussitôt. On t'aide, maman, c'est tout. Je posai ma fourchette. Alors explique-moi les retraits sur ma pension. Le silence tomba net. Julien fronça les sourcils. Quel retrait? Se fait par procuration, régulier. Depuis plusieurs mois. Sabrina posa lentement son couteau. Tu dois te tromper, Marguerite. On n'a jamais rien pris sans te le dire. Vraiment? Julien soupira. Maman, parfois tu oublies des choses. C'est normal. Tu t'inquiètes pour rien. Voilà. C'était dit, calmement, sans méchanceté apparente. Mais c'était dit. Je me penchai légèrement en avant. J'ai vu la banque, un battement de cils chez Sabrina presque imperceptible. Et alors? Demanda-t-elle. Ils m'ont confirmé une extension de procuration que je n'ai jamais signée. Julien se tourna vers elle. Sabrina? Elle leva les mains. Julien, voyons. On avait parlé d'une simplification. Pour payer les factures, les imprévus. Ta mère avait donné son accord, non? Il hésita, une fraction de seconde. Oui, enfin, je crois, je les observais. L'un qui doutait, l'autre qui contrôlait. Vous avez utilisé mon argent sans me prévenir, dis-je. Sabrina sourit, mais ses yeux se durcirent. Utiliser, c'est un bien grand mot. Disons que nous avons avancé des frais. Pour la famille? Pour les enfants? Sans me demander. Parce que tu aurais dit non, lança-t-elle sèchement. Et nous étions dans une situation compliquée. Julien baissa la tête. On allait te le dire, maman. Je me redressai. Quand? Personne ne répondit. Je pris mon sac. Je vais rentrer. Sabrina se leva aussitôt. Tu dramatises. Franchement, Marguerite, tu deviens méfiante. Ce n'est pas sain. Je la regardai longuement. Ce qui n'est pas sain, c'est de prendre l'argent d'une retraitée en espérant qu'elle n'y verra rien. Julien releva enfin la tête. Maman, s'il te plaît. Je l'interrompis. Ne me parle pas comme à une enfant. Je quittai la maison sans me retourner. Cette fois, je savais. Il n'y avait plus de doute possible. Ils n'avaient pas seulement touché à mon argent, ils avaient décidé que je n'avais plus mon mot à dire.
Dans la rue, l'air était froid, mais mon esprit, lui, était clair. Il pensait que je me tairais, il pensait que je douterais de moi, il se trompait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, pas à cause de la peur, mais à cause d'une agitation nouvelle, profonde, qui me tenait éveillée. Une sensation étrange que je n'avais plus ressentie depuis longtemps, la vigilance. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'observation. Au petit matin, j'ai sorti un vieux carnet à couverture noire, celui que je gardais autrefois pour noter mes rendez-vous médicaux et mes listes de courses. Je l'ai ouvert à la première page blanche. J'y ai écrit la date. Puis, sans émotion apparente, j'ai commencé à noter les faits. Pas des impressions, pas des ressentis, des faits. Montant retiré, date précise. Mots employés par Sabrina. Silence de Julien. Écrire me calmait. Chaque ligne posée sur le papier me donnait l'impression de reprendre un territoire qu'on m'avait confisqué. Je n'étais plus seulement une mère blessée ou une vieille femme qu'on rassure à moitié. J'étais une personne qui constatait. Dans la matinée, j'ai reçu un nouveau message de Julien. On n'a jamais voulu te faire du mal. Tu sais comment est Sabrina, elle s'inquiète trop. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone à l'envers sur la table. Je n'ai pas répondu. Plus maintenant. Chaque mot échangé sans témoin pouvait se retourner contre moi. J'ai passé l'après-midi à ressortir mes anciens relevés, ceux en papier, soigneusement rangés par année. Les chiffres racontaient une histoire très claire. Avant, tout était stable. Puis, soudainement, les retraits avaient commencé, exactement au moment où Sabrina avait quitté son emploi, temporairement, exactement au moment où Julien parlait vaguement de difficultés. Ce n'était pas une aide ponctuelle, c'était un système. En fin de journée, je suis allée chez Madame Roche, ma voisine du palier, une femme discrète, veuve elle aussi, qui voyait plus de choses qu'elle n'en disait. Nous avons bu un thé dans sa cuisine. Tu as l'air soucieuse, Marguerite, dit-elle doucement. Je n'ai pas tout raconté, juste assez. Parfois, répondit-elle après m'avoir écoutée, les gens pensent Dieu que l'âge efface la mémoire, mais il renforce souvent l'instinct. Ces mots m'ont réchauffé plus que le thé. En rentrant chez moi, une certitude s'est imposée. Je ne confronterai plus, je ne supplierai pas, je ne chercherai plus à convaincre, je rassemblerai, je vérifierai. Et surtout, je ferai appel à des personnes extérieures, des gens qui ne portaient pas mon nom. Avant de me coucher, j'ai ajouté une dernière phrase dans mon carnet. Ne plus parler d'argent avec eux, observer, préparer. En éteignant la lumière, je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Ils pensaient m'avoir affaibli. En réalité, ils venaient de me réveiller. Je pris rendez-vous à la banque sans en parler à personne, ni à Julien, ni à Sabrina. Pas même aux enfants. Je voulais que ce moment reste à moi, protégé de leurs regards, de leurs interprétations, de leurs tentatives pour détourner la conversation. Cette fois, je ne cherchais plus à comprendre. Je voulais des faits clairs, officiels, impossibles à nier. L'agence était calme ce matin-là. Une lumière pâle entrait par les grandes baies vitrées, donnant au lieu une atmosphère presque trop neutre pour ce que je venais y faire. À l'accueil, je demandai Monsieur Carpentier. La même conseillère que l'autre jour me reconnut et m'indiqua la salle d'attente. Je m'assis droite, les mains posées sur mon sac. Dedans, j'avais glissé mon carnet, la procuration, les relevés imprimés. Tout ce que j'avais, pas pour me défendre encore, pour constater. Quand Monsieur Carpentier apparut, son sourire était plus réservé que lors de notre dernière rencontre. Madame Lenoir, entrez, je vous en prie. Son bureau semblait plus petit cette fois-ci. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Je m'assis sans attendre qu'il m'y invite. J'aimerais savoir exactement ce qui a été fait sur mon compte, dis-je. Pas des généralités. Tout. Il acquiesça, ouvrit mon dossier, tapota longuement sur son clavier. Le silence s'étira. Puis, il inspira profondément. Depuis 6 mois, votre compte retraite a fait l'objet de 22 mouvements par procuration, dit-il. Des retraits, mais aussi des virements vers un compte tiers. Quel compte? Il hésita une fraction de seconde. Celui de votre fils, madame. Je ne réagis pas. Pas extérieurement. J'avais anticipé cette réponse. Pourtant, l'entendre me fit l'effet d'un coup sourd dans la poitrine. Et l'extension de la procuration? Demandai-je. Il fit pivoter l'écran vers moi. Les lignes futaient bon claires. Trop claires. Elle a été enregistrée électroniquement. L'adresse IP correspond au domicile de votre fils. La signature l'a été scannée puis validée. Sans vérification en agence? Non. Je restai silencieuse quelques secondes. Est-ce que cela vous paraît normal? Demandai-je enfin. Monsieur Carpentier se redressa légèrement.
Pour être honnête, non. Surtout compte tenu de votre âge et de l'absence de contact direct avec vous, cela aurait dû déclencher un contrôle renforcé. Qui ne l'a pas été? Non. Je sortis lentement la procuration de mon sac et la posai sur le bureau. Regardez cette signature. Il la compara à celle figurant sur d'anciens documents. Ses sourcils se froncèrent. Ah, elle est approximative. Ce n'est pas la mienne, dis-je calmement. Il hocha la tête. Dans ce cas, Madame Lenoir, nous sommes face à une situation sérieuse. Il pourrait s'agir d'un abus de procuration, voire d'un abus de faiblesse, si une pression a été exercée. Le mot était lâché. Abus de faiblesse. Je sentis quelque chose se resserrer en moi. Pas de la honte, pas de la peur, de la colère froide. Que me proposez-vous? Demandai-je. Nous pouvons déclencher une enquête bancaire interne. Elle permettra de retracer précisément chaque mouvement, d'identifier les responsabilités et, si nécessaire, de transmettre le dossier aux autorités compétentes. Je regardais mes mains. Elles étaient parfaitement immobiles. Et si je fais cela, repris-je, mon fils et ma belle-fille seront informés. Pas immédiatement, mais ils le sauront tôt ou tard. Je pensais à Julien, à son silence, à son regard fuyant, à Sabrina, à son sourire maîtrisé, à sa manière de parler de mon âge comme d'un argument. Faites-le, dis-je. Monsieur Carpentier me fixa un instant comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Êtes-vous certaine? Je relevai les yeux. Absolument. Il imprima plusieurs documents et me les tendit. Signez ici pour autoriser l'ouverture de l'enquête. À partir de maintenant, toute opération inhabituelle sera bloquée. Je signai, lentement, clairement, sans trembler. Quand je quittai l'agence, le ciel était gris, mais l'air me sembla plus respirable. Je savais que ce que je venais de faire était irréversible. Ce n'était plus une affaire de famille réglée autour d'une table, c'était une démarche officielle. Dans l'après-midi, mon téléphone vibra. Un message de Sabrina. « On doit te parler. Urgent !» Je regardais l'écran sans répondre. Ils sentaient que quelque chose leur échappait. Et ils avaient raison. L'enquête avait commencé sans bruit, mais ses effets se faisaient déjà sentir. Je le percevais dans les silences inhabituels, dans les messages trop polis, dans cette nervosité diffuse qui flottait autour de moi comme une odeur persistante. Quelque chose avait changé, et même s'ils n'avaient encore reçu aucune notification officielle, Julien et Sabrina le sentaient. Le lendemain de l'ouverture de l'enquête, je reçus un appel de Julien dès le matin. « Maman, tu ne réponds plus. Tu m'inquiètes. » Sa voix sonnait différemment, moins assurée, comme s'il cherchait ses mots. « Je vais bien, répondis-je simplement. Sabrina pense que tu nous en veux pour rien. Elle dit que tu te montes la tête toute seule. » Je notai intérieurement la formule. Elle dit « Comme toujours, il parlait pour elle. » J'ai besoin de calme, Julien, c'est tout. Tu ne veux pas qu'on passe te voir? Non, le refus était net. Il resta silencieux quelques secondes. D'accord, comme tu veux. Quand il raccrocha, je sus que cette conversation serait répétée, déformée, analysée entre eux, mais je ne voulais plus corriger leur version. Désormais, ce n'était plus à moi de prouver quoi que ce soit par la parole. 2 jours plus tard, monsieur Carpentier m'appela. « Madame Lenoir, je voulais vous informer d'un élément nouveau. » Je m'assis aussitôt. « Nous avons identifié une tentative de virement effectuée hier soir depuis votre compte vers celui de votre fils. Elle a été automatiquement bloquée. » Je fermai les yeux un instant. Ils ont essayé encore? Oui, malgré le signalement. Cela renforce la gravité du dossier. Après cet appel, je restai longtemps immobile. Ce n'était plus seulement une histoire passée. Ils continuaient. Ils espéraient encore passer entre les mailles. En début de soirée, Sabrina se manifesta enfin directement. Un message sec, sans fioriture. « On sait que tu as fait quelque chose à la banque. Tu n'avais pas le droit. » Je relus la phrase plusieurs fois. « Tu n'avais pas le droit », comme si mon argent ne m'appartenait déjà plus. Je répondis, pour la première fois depuis longtemps. « J'ai tous les droits sur ce qui est à mon nom. » La réponse ne tarda pas. « Tu vas détruire ta famille pour de l'argent ?» Je laissai le téléphone sur la table. Cette phrase, je l'avais redoutée. Elle inversait tout. Elle me faisait porter la faute de leur propre conduite. Ce soir-là, j'ouvris de nouveau mon carnet. J'y ajoutais chaque message, chaque tentative, chaque mot. Tout devenait une pièce supplémentaire. Le lendemain, je me rendis chez maître Vauquelin. Son étude était située dans une rue calme, à l'écart du tumulte. Un lieu rassurant, presque hors du temps. Il m'accueillit avec une gravité attentive.
Vous avez bien fait d'agir rapidement, Madame Lenoir, dit-il après avoir examiné les documents transmis par la banque. Les éléments sont sérieux. Que risque-t-on exactement demandai-je. Votre belle-fille pourrait être poursuivie pour abus de confiance. Votre fils, lui, pourrait être considéré comme complice s'il a laissé faire. Le mot complice me serra la gorge. Et moi demandai-je. Qu'est-ce que je risque? Il me regarda droit dans les yeux. Non, Siob, vous risquez surtout de continuer à être manipulé si vous ne posez pas de limites claires. En sortant de l'étude, je compris que la partie avait changé de nature. Ce n'était plus seulement une question d'argent détourné, c'était une lutte pour reprendre ma place, mon statut, ma voix. En rentrant chez moi, je trouvai un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Julien était passé, en mon absence. Je serrai le papier entre mes doigts. Il n'attendait plus mon accord, il cherchait une faille. Mais cette fois, il n'y en avait plus. Je n'ai pas dormi la nuit qui a suivi l'avis de passage. Pas parce que j'avais peur qu'il revienne, mais parce qu'une idée s'était imposée à moi avec une clarté presque brutale. Tant que je resterais dans la réaction, il garderait la l'avantagem. Oh, j'allais laver l'avantage. Il fallait que je passe à l'étape suivante, une étape où tout serait cadré, daté, encadré par la loi. Le lendemain matin, j'appelai maître Vauquelin dès l'ouverture de son étude. J'aimerais vous revoir, dis-je. Aujourd'hui, si possible. Il accepta sans poser de questions. Son bureau était calme, ordonné, presque austère. Rien à voir avec l'agitation de mon esprit. Je posai mon sac sur la chaise, sortis mon carnet, les relevés bancaires, les messages imprimés, tout ce que j'avais accumulé depuis des semaines. J'ai besoin que vous m'expliquiez clairement ce que je peux faire, dis-je. Pas ce que je devrais faire pour préserver la paix familiale, ce que je peux faire pour me protéger. Il hocha la tête, comme s'il attendait cette phrase. Dans ce cas, Madame Lenoir, nous allons parler de mesures concrètes. Il commença par m'expliquer lentement, méthodiquement. Retrait immédiat de toute procuration. Blocage définitif des accès à distance. Notification officielle à la banque. Puis, surtout, une chose qui me frappa. Vous pouvez demander une enquête bancaire formelle indépendante, en complément de celle déjà ouverte. Cela crée une trace juridique forte. Et ma famille sera informée? Oui, mais pas de manière informelle. Par courrier officiel. Je fermai les yeux une seconde. C'était exactement ce qu'ils redoutaient. Et s'ils prétendent que je ne suis plus capable de gérer mes affaires demandai-je. Il soupira doucement. C'est une stratégie fréquente. Mais vous avez un dossier solide. Et surtout, vous êtes ici, cohérente, précise. Cela joue en votre faveur. Je sentis un poids se détacher de ma poitrine. Depuis le début, une part de moi craignait qu'on me vole non seulement mon argent, mais aussi ma crédibilité. Je veux lancer cette enquête, dis-je. Maître Vauquelin sortit plusieurs documents. Cela signifie que vous accusez officiellement une personne de votre entourage d'avoir agi sans votre consentement. Je pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. Je sais, je signai. En sortant de l'étude, je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de la tristesse, pas du soulagement non plus. Une forme de calme dur, presque austère. Comme si j'avais accepté une vérité que je ne pouvais plus contourner. Dans l'après-midi, mon téléphone sonna. Julien, je laissai sonner. Puis encore. Puis, un message arriva. On a reçu un courrier de la banque. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Je posai le téléphone à côté de moi et le regardai vibrer. Cette fois, je répondis. J'ai demandé une enquête bancaire. La réponse fut immédiate. Tu es allé trop loin. Sabrina est en larmes. Je souris tristement. Les larmes arrivaient toujours après l'épreuve. Je rangeai mon téléphone, repris mon carnet et écrivis une phrase simple. À partir d'aujourd'hui, tout passe par écrit. Le soir venu, je m'assis près de la fenêtre. La rue était calme, des passants pressés, des lumières qui s'allumaient une à une. Une vie ordinaire continuait dehors pendant que la mienne se redéfinissait. Je savais que cette enquête n'était pas la fin. C'était un point de non-retour. Il ne pourrait de plus prétendre à la confusion. Et moi, je ne pourrais plus faire semblant de ne pas voir. Les jours qui suivirent l'envoi des courriers officiels furent des les plus éprouvants depuis le début. Pas parce qu'il se passait trop de choses, mais au contraire parce que tout semblait suspendu. Plus de retraits, plus de messages agressifs. Juste un silence lourd, chargé d'intention. Je savais pourtant qu'il ne renoncerait pas aussi facilement. Sabrina tenta une autre approche, plus douce, plus sournoise. Elle m'appela un matin, très tôt, d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Marguerite,
Je voulais m'excuser. Je restais silencieuse. On a tous été maladroits, continua-t-elle. Julien est épuisé. Les enfants ressentent la tension. Tu sais comme ils t'aiment. Elle parlait lentement, comme si chaque mot était pesé. Cette enquête, c'est disproportionné. On peut régler ça entre nous. Sans faire intervenir des inconnus, je regardais la pluie glisser sur la vitre. L'argent n'est pas une affaire intime quand on le prend sans autorisation, répondis-je calmement. Un léger soupir s'échappa de l'autre côté du fil. Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu te manquer de respect, mais tu refuses de comprendre notre situation. Ta situation n'autorise pas à décider à ma place. Elle se tut, puis sa voix changea. Et si Julien perd son travail à cause de ça? Si les enfants en pâtissent, tu pourras vivre avec? Voilà. La vraie carte, la culpabilité. Je vis déjà avec vos choix, dis-je. Ce n'est plus à moi de les porter. Elle raccrocha sans un mot. L'après-midi même, Julien passa à l'improviste. Je le vis par la fenêtre avant qu'il ne sonne. Il avait l'air plus vieux, plus voûté. Quand j'ouvris la porte, il évita mon regard. Maman, on peut parler? Je le laissai entrer. Il s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes. Sabrina est à bout. Elle dit que tu veux nous détruire. Je veux récupérer ce qui m'appartient. Tu aurais pu me faire confiance. Je le regardai enfin. Je t'ai fait confiance. Pendant des mois, pendant que vous vidiez mon compte. Il baissa la tête. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Ça va toujours loin quand personne ne dit non. Il releva les yeux, humides. On peut arrêter l'enquête? Je respirai profondément. Ce n'est plus entre mes mains. Il resta figé, comme s'il comprenait soudain que la situation lui échappait. Tu choisis des étrangers plutôt que ta famille, murmura-t-il. Je choisis la vérité, répondis-je. Il se leva, hésita, puis se dirigea vers la porte. Tu n'étais pas comme ça avant. Je répondis doucement. Avant, je me taisais. Après son départ, je me sentis vidée. Une part de moi avait espéré un aveu clair, une prise de responsabilité. Mais Julien restait coincé entre loyauté et lâcheté. Le soir, je reçus un appel de maître Vauquelin. Nous avons reçu les premiers éléments de l'enquête bancaire indépendante, m'annonça-t-il. Les irrégularités sont confirmées. La signature ne correspond pas à la vôtre. Je fermai les yeux. Et maintenant? Maintenant, la banque va transmettre le dossier complet au service Poitou compétent. Votre belle-fille l'est clairement mise en cause. Je raccrochai lentement. Assise seule dans mon salon, je ressentis une douleur sourde. Pas celle d'une victime, mais celle d'une mère qui voit son enfant s'éloigner par ses propres actes. J'ouvris mon carnet une dernière fois pour la journée et écrivis « Ils essaieront encore de me faire douter, mais je ne reculerai plus. » Ce soir-là, je compris que l'enquête n'était plus seulement bancaire. Elle était devenue morale, et elle allait forcer chacun à se révéler. L'ouverture officielle de l'enquête changea le rythme de tout. Ce n'était plus une tension diffuse, ni une inquiétude sourde. C'était une mécanique en marche, lente, méthodique, implacable. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus seule à porter le poids de ce qui se passait. Dès le lendemain, M. Carpentier m'appela de nouveau. « Madame Lenoir, je préfère vous prévenir personnellement. Les comptes liés à votre procuration sont désormais sous surveillance renforcée. Toute tentative de mouvement déclenchera un signalement automatique. Merci de me l'avoir dit, répondis-je. Il y a autre chose. Votre belle-fille vit à contacter l'agence ce matin. Je serrai légèrement les doigts autour du combiné. Pourquoi faire? Elle a demandé à connaître l'état de votre dossier. Nous avons refusé de lui communiquer la moindre information. Je n'éprouvais ni satisfaction, ni surprise. Seulement une confirmation. Elle ne contrôlait plus rien et cela la rendait nerveuse. Dans l'après-midi, Julien m'envoya plusieurs messages que je ne lus pas immédiatement. Quand je finis par les ouvrir, ils formaient une suite décousue, des excuses floues, des tentatives de justification, puis une phrase qui m'arrêta. « Sabrina dit que tu exagères. Elle parle de demander une mesure de protection. » Je restai longtemps devant ces mots. Une mesure de protection. Derrière l'expression se cachait une idée précise. Me faire passer pour incapable, m'enlever la gestion de mes propres affaires, me réduire au silence légalement. Je notai la phrase dans mon carnet, sans commentaire. Le lendemain, maître Vauquelin confirma mes craintes. Ils explorent cette option, dit-il calmement. C'est une stratégie classique quand l'abus est découvert, mais dans votre cas, elle a peu de chances d'aboutir. Pourquoi? Parce que vous avez agi rapidement, de façon cohérente et que les faits vous donnent raison. Je raccrochai avec un sentiment étrange, une forme de lucidité froide.
Je comprenais désormais que cette histoire n'avait jamais été seulement financière. C'était une tentative de prise de pouvoir. Les jours suivants furent tellement marqués par de petits signes révélateurs. Sabrina ne m'appelait plus. Julien, lui, oscillait entre silence et tentative maladroite de rapprochement. Une photo des enfants, un souvenir partagé. Rien de direct, rien de sincère. Un soir, en rentrant des courses, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur, une simple feuille imprimée, un tableau de crédit, plusieurs lignes, des montants élevés, des retards de paiement. Le nom de Julien apparaissait partout. Je m'assis lentement. C'était donc ça, les retraits, les virements, l'urgence. Ils étaient pris à la gorge. Et moi, j'étais devenue leur solution silencieuse. Je rangeai soigneusement le document dans mon dossier sans émotion apparente. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une preuve de plus. Le lendemain, monsieur Carpentier me confirma ce que je savais déjà. Les fonds prélevés sur votre compte ont servi à couvrir des échéances de crédit contractées par votre fils et votre belle-fille, principalement des crédits à la consommation. Depuis quand? Un peu plus d'un an. Je fermai les yeux. Donc avant même qu'il ne m'en parle? Oui. En raccrochant, je restai longtemps assise dans mon fauteuil. Une pensée revenait sans cesse. Ils avaient choisi de m'utiliser plutôt que de me parler, de me manipuler plutôt que de me demander de l'aide. Ce soir-là, Julien m'appela encore. Sa voix était brisée. Maman, on va couler, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je pris le temps de répondre. Je ne vous ai pas mis dans cette situation, Julien. Mais tu peux nous en sortir? Non, dis-je doucement. Je peux seulement m'en sortir, moi. Il ne répondit pas. En raccrochant, je sentis une tristesse profonde, mais aussi une détermination nouvelle. Je n'étais plus en train de subir. Je tenais debout, seule peut-être, mais droite. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Sabrina, acculée, allait tenter une dernière manœuvre. Une manœuvre qui allait précipiter la suite. Sabrina ne supportait plus le silence. Je le compris avant même qu'elle n'agisse. Il y avait dans l'air quelque chose de tendu, comme une corde qu'on tire trop fort et qui menace de céder. Lorsqu'on a vécu longtemps avec quelqu'un, on finit par reconnaître ce moment précis où la peur se transforme en agressivité. La tentative arriva un mardi matin. Je revenais du marché, les bras chargés, quand je vis une voiture stationnée devant mon immeuble. Une berline sombre que je ne connaissais pas. En entrant dans le hall, je remarquai une femme que je n'avais jamais vue auparavant, élégante, la quarantaine, tailleur clair, sac en cuir rigide. Elle leva les yeux vers moi avec un sourire professionnel. Madame Lenoir? Oui, je suis assistante sociale. On m'a signalé une situation préoccupante vous concernant. Je sentis mon cœur accélérer, mais mon visage resta calme. Préoccupante? Oui, on s'inquiète de votre capacité à gérer seule vos affaires financières. Un membre de votre famille a alerté nos services. Je n'eus pas besoin de demander lequel. Entrez, dis-je simplement. Dans mon salon, la femme sortit un carnet. Il ne s'agit pas d'une procédure, me rassura-t-elle, juste d'un échange. On m'a parlé de perte de mémoire, de confusion récente. Je la regardai droit dans les yeux. On vous a menti. Elle releva la tête. C'est possible, c'est pour cela que je suis là. Je lui expliquai tout, calmement, les retraits, la procuration étendue, l'enquête bancaire, les documents, les courriers officiels. Je sortis mon dossier et le posai sur la table. Elle parcourut les pages, une à une. Son expression changea. Madame Lenoir, dit-elle après un long silence, ce que vous décrivez ressemble plutôt à une tentative de vous faire passer pour inapte. Je le sais. Je vais rédiger un rapport très clair, conclut-elle. Vous êtes parfaitement lucide. Quand elle partit, je m'assis lourdement. Sabrina avait tenté de me faire interner juridiquement, de m'enlever jusqu'à ma parole. Cette pensée me donna la nausée. 1 heure plus tard, Julien m'appela. « Tu as vu quelqu'un ce matin ?»« Oui. » Sabrina voulait t'aider. Je l'interrompis. Elle a voulu me faire passer pour folle. Il resta silencieux. « Elle est désespérée, murmura-t-il enfin. Elle est dangereuse, corrigeai-je. L'après-midi même, maître Vauquelin me confirma que la tentative de mise sous protection sans fondement serait versée au dossier comme élément aggravant. Chaque geste de Sabrina la rapprochait de sa chute. Le soir, je reçus un message vocal. Sa voix, cette fois, n'était plus douce. « Tu crois avoir gagné, Marguerite. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Julien n'est rien sans moi, et toi, tu finiras seule. » Je supprimai le message après l'avoir noté mot pour mot dans mon carnet.
Cette nuit-là, je compris que Sabrina n'avait plus rien à perdre et que quelqu'un acculé devient imprévisible. À partir de ce jour-là, tout s'accéléra, comme si Sabrina avait compris que le temps jouait contre elle. Elle ne cherchait plus à paraître raisonnable. Elle cherchait à reprendre le contrôle, par n'importe quel moyen. 2 jours après la visite de l'assistante sociale, je reçus un courrier recommandé. En tête d'un cabinet médical, mon nom correctement orthographié. À l'intérieur, une convocation pour une évaluation gériatrique, soi-disant demandée par un proche inquiet. Je lus la lettre 3 fois. Ce n'était plus seulement une tentative d'intimidation, c'était une stratégie construite, me faire convoquer, me fatiguer, multiplier les démarches, espérer que je renonce ou que je craque. Je pris le courrier, le glissai dans mon dossier et appelai maître Vauquelin. Elle pousse très loin, dit-il après lecture. Mais chaque excès la dessert. Nous allons répondre officiellement. Je n'irai pas, dis-je. Vous n'êtes pas obligé. Et surtout, vous ne devez plus jamais vous rendre seul à un rendez-vous imposé par eux. Le soir même, Julien se présenta à ma porte. Je ne l'attendais pas. Je le vis par l'œilleton, immobile, le visage fermé. J'hésitai, puis j'ouvris. On doit parler, dit-il d'une voix tendue. Je le laissai entrer. Sabrina est persuadée que tu es manipulée par ton notaire, lança-t-il sans préambule. Elle dit qu'on t'a monté contre nous. Je le regardai longuement. Et toi, qu'en penses-tu? Il détourna les yeux. Je ne sais plus. Tu sais très bien, Julien. Tu choisis juste de ne pas voir. Il serra les poings. Elle est au bord du gouffre. Elle m'y a poussé aussi. Il s'assit épuisé. Elle parle de vendre la maison, de partir, mais elle dit que si l'enquête continue, on n'aura plus rien. Ce n'est pas moi qui ai menti, dis-je calmement. Ce n'est pas moi qui ai falsifié. Il releva brusquement la tête. Tu crois vraiment qu'elle a falsifié ta signature? Je le sais. Le silence s'abattit lourdement entre nous. Pour la première fois, Julien semblait réellement ébranlé, pas par la peur de la justice, mais par l'idée que tout ce qu'il avait accepté sans poser de questions reposait sur une trahison. Elle m'a dit que tu étais d'accord, murmura-t-il, et tu ne m'as jamais demandé. Il se leva brusquement. J'ai fait une erreur. Oui, répondis-je, mais elle n'est pas seulement financière. Il partit sans un mot de plus. Cette nuit-là, je compris que Sabrina avait perdu son principal allié. Julien doutait enfin. Et quand un manipulateur sent que la personne qu'il contrôle commence à lui échapper, il devient plus dangereux encore. Le lendemain matin, je reçus un appel de la banque. Madame Lenoir, nous avons une mise à jour importante. L'analyse des signatures m'est formelle. Elles ont été reproduites à partir d'un ancien document. Je fermai les yeux. Donc, ce n'est pas une erreur. Non, c'est une falsification. Je remerciai, raccrochai, puis restai longtemps assise. Immobile. Ce mot changeait tout. Falsification. Ce n'était plus une zone grise, c'était une ligne rouge franchie. Dans l'après-midi, maître Vauquelin m'annonça que le dossier serait transmis au procureur. L'affaire dépassait désormais le cadre bancaire. En raccrochant, je sentis un mélange de peur et de soulagement. Ce que j'avais redouté arrivait, mais je n'étais plus seule, ni silencieuse. Le soir, je notai une dernière phrase dans mon carnet. Elle a voulu m'effacer. Elle s'est révélée. Je savais que la prochaine étape serait décisive. La vérité était désormais trop lourde pour être contenue. Le courrier du procureur arriva un jeudi matin, glissé dans une enveloppe épaisse, officielle, sans aucune fioriture. Je reconnus immédiatement le poids que cela représentait avant même de l'ouvrir. Ce n'était plus une affaire familiale, ni même une simple enquête bancaire. C'était devenu un dossier judiciaire. Je m'assis à la table de la cuisine, pris mes lunettes et décachetai l'enveloppe avec lenteur. Les mots étaient précis, froids, presque mécaniques. Ouverture d'une procédure pour falsification de signature, abus de confiance et tentative d'abus de faiblesse. Je relus la phrase plusieurs fois, non par incompréhension, mais parce qu'elle matérialisait enfin ce que j'avais vécu intérieurement pendant des mois. Tout était là, noir sur blanc. Je posai la lettre à côté de mon carnet. Une étrange sensation m'envahit. Pas de joie, pas de revanche, une gravité profonde, comme si une porte venait de se refermer définitivement derrière moi. Dans l'après-midi, maître Vauquelin m'appela. Les résultats sont sans appel, dit-il. Les experts graphologues confirment que votre signature a été reproduite à partir d'un document ancien. Il ne s'agit pas d'une confusion ni d'une interprétation, c'est une imitation volontaire. Et Julien? Demandai-je. Il marqua un temps. Votre fils n'a pas falsifié lui-même.
Mais il a autorisé l'utilisation des documents. Sa responsabilité est engagée pour négligence grave et complicité passive. Je fermai les yeux. Il savait donc. Oh, il a choisi de ne pas savoir, corrigea-t-il doucement. En raccrochant, je restai longtemps immobile. Le mot complicité me faisait plus mal que falsification, parce qu'il portait le visage de mon fils. Le soir même, Julien demanda à me voir. Pas chez moi, pas chez lui. Dans un café neutre, loin des murs chargés de souvenirs. J'acceptai. Il arriva en avance. Quand je le vis, mon cœur se serra, il avait maigri. Ses épaules semblaient plus étroites, comme si le poids de ses décisions s'était enfin posé sur lui. Maman, murmura-t-il en se levant. Assieds-toi, dis-je calmement. Il posa ses mains sur la table, tremblante. J'ai été convoqué, dit-il. Ils m'ont tout expliqué. Et il avala sa salive. Sabrina a tout organisé. Les signatures, les démarches ont mises en ligne. Elle disait que c'était temporaire, qu'on te rembourserait. J'ai laissé faire. Pourquoi? Il baissa la tête. Parce que j'avais honte, des dettes, de l'échec, et parce qu'elle me disait que tu ne t'en rendrais pas compte. Cette phrase me traversa comme une lame fine. Tu pensais vraiment que je ne verrais rien? Il ne répondit pas. Tu as pensé que j'étais faible, dis-je doucement. Trop vieille pour comprendre, trop seule pour me défendre. Les larmes montèrent à ses yeux. Je me suis trompée. Oui, il tenta de tendre la main. Je ne la pris pas. Je n'ai jamais voulu te nuire, maman. Pourtant, tu l'as fait. Le silence entre nous était lourd, définitif. Je compris alors que même s'il regrettait, quelque chose était irréversiblement brisé. La confiance ne revient pas parce que la vérité éclate. Elle revient quand elle n'a jamais été trahie. 2 jours plus tard, Sabrina fut convoquée à son tour. Elle ne me contacta pas. Plus aucun message, plus aucun appel. Son silence était différent des autres. Un silence de défense. Maître Vauquelin me confirma qu'elle niait tout, rejetant la faute sur Julien, sur la banque, sur moi-même. Elle parlait de malentendus, d'exagérations, de conflits familial amplifiés, mais les preuves étaient trop nombreuses, trop précises. Le soir, seule dans mon salon, je pris mon carnet une dernière fois pour y écrire non plus des faits, mais une pensée. Ouah, ils ont cru que mon âge me rendait vulnérable. Ils ont oublié qu'ils m'avaient rendue patiente. Je savais que la confrontation finale approchait, pas celle des cris ou des insultes, celle où chacun serait mis face à ce qu'il avait fait, sans détour possible. Et cette fois, ce ne serait plus moi qui tremblerais. La vérité avait pris trop de place pour reculer maintenant. Le rendez-vous eut lieu un matin gris, dans une salle impersonnelle du centre bancaire régional. Des murs blancs, une table trop large, des chaises alignées, comme pour empêcher toute proximité. J'arrivais en avance, j'aimais arriver en avance. Cela me permettait de reprendre mon souffle, d'observer, de ne pas être prise de court. Maître Vauquelin était déjà là. Il me salua d'un signe de tête discret. Son calme m'apaisait. Sur la table, un dossier épais attendait. Mon nom y figurait, imprimé en lettres nettes. Ce détail me frappa. Toute cette histoire réduite à un dossier. Julien entra le premier. Il avait l'air vidé. Il me regarda, hésita, puis s'assit sans un mot. Quelques secondes plus tard, Sabrina apparut. Elle portait une robe sombre, parfaitement coupée, et ce même maintien rigide qui lui donnait toujours l'air d'être au-dessus des situations. Mais ses yeux trahissaient une tension nouvelle. Elle évitait de me regarder. Le conseiller bancaire prit la parole. Merci d'être présent. Nous allons revenir sur les conclusions définitives de l'enquête. Il parla longtemps, trop longtemps peut-être, mais chaque phrase avait son importance. Les dates, les montants, les signatures, les adresses, IP, les retraits bloqués, tout était exposé avec une précision clinique. Je regardais Sabrina. Son visage se fermait à mesure que les preuves s'accumulaient. Julien, lui, fixait la table. Les conclusions sont claires, poursuivit le conseiller. Madame Lenoir n'a jamais autorisé ces opérations. La procuration a été étendue sans son consentement. Les signatures lui sont falsifiées. Un silence épais s'abattit sur la pièce. En conséquence, ajouta-t-il, l'ensemble des procurations est annulé. Madame Lenoir reprend le contrôle exclusif de ses comptes. Une plainte a été transmise au parquet. Sabrina se redressa brusquement. C'est absurde, dit-elle. Tout ça repose sur des interprétations. Marguerite a toujours été d'accord. Elle oublie, c'est tout. Je levai enfin les yeux vers elle. Assez, dis-je calmement. Ma voix surprit tout le monde. Elle était posée, stable,
Vous avez parlé à ma place pendant des mois. Aujourd'hui, vous allez m'écouter. Sabrina ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vous avez utilisé mon argent sans me demander. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez tenté de me faire passer pour incapable. Tout cela est établi. Ce ne sont pas des impressions. Ce sont des faits. Julien leva la tête, les yeux humides. Maman. Je levai la main. Non, Julien, pas ici, pas maintenant. Je me tournai de nouveau vers Sabrina. Vous avez cru que mon âge me rendait manipulable. Vous avez cru que je préférerais le silence au conflit. Vous vous êtes trompé. Elle me fixa avec une colère mal contenue. Et maintenant, cracha-t-elle, tu vas nous laisser tomber? Je la regardai longuement. Je vous laisse face à vos actes. Maître Vauquelin prit la parole à son tour. Madame, à partir de cet instant, toute tentative de contact concernant les finances de ma cliente devra passer par mon étude. Tout manquement sera ajouté au dossier. Sabrina se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Tu es satisfaite? Lança-t-elle en me regardant enfin droit dans les yeux. Tu as gagné. Je secouai lentement la tête. Ce n'est pas une victoire, c'est une fin. Elle sortit de la salle sans se retourner. Julien resta assis. Ses épaules s'affaissèrent. Msion, je suis désolé, murmura-t-il. Je le regardai longtemps. Je te crois, dis-je. Mais cela ne suffit pas à réparer. Il hocha la tête, incapable de répondre. Quand je quittai la banque, l'air froid me frappa le visage. Je respirai profondément. Mes mains tremblaient moins légèrement, non de peur, mais de relâchement. Quelque chose venait de se terminer. Sur le trottoir, je m'arrêtai un instant. Les voitures passaient. Les gens marchaient vite, absorbés par leur propre vie. Personne ne savait ce qui venait de se jouer là, derrière ces murs blancs. Et c'était très bien ainsi. Je rentrai chez moi, seule. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette solitude n'avait rien d'une punition. Elle ressemblait à un espace retrouvé. Il ne restait plus qu'une chose à faire, dire ce que je n'avais jamais dit. Et cette fois, ce serait jusqu'au bout. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes, trop calmes, presque irréelles. Après des mois de tension permanente, ce silence avait quelque chose de déroutant. Plus de messages insistants, plus de tentatives déguisées, plus de phrases culpabilisantes. L'enquête suivait son cours, désormais hors de ma portée directe, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer sans craindre la prochaine manœuvre. Julien ne m'appelait plus que rarement. Quand il le faisait, c'était pour prendre des nouvelles, sans allusion à l'argent, sans reproche. Sa voix avait changé. Elle n'était plus exigeante, elle était prudente, comme s'il avait compris qu'un mot de trop pouvait définitivement rompre ce qui restait entre nous. Sabrina, elle, avait disparu de ma vie. Complètement, aucun message, aucun appel, aucun regard croisé. J'appris par des tiers qu'elle avait quitté la maison, qu'elle parlait d'injustice, qu'elle se disait victime d'une trahison. Je n'y prêtais plus attention. Ce qu'elle racontait ne m'appartenait plus. Un matin, je me rendis seule à la banque. Pas pour un rendez-vous officiel, juste pour vérifier mes comptes, pour voir, noir sur blanc, que tout était enfin à sa place. Le conseiller me salua avec respect. Pas de pitié, pas de condescendance, du respect. Tout est en ordre, Madame Lenoir, dit-il. Vous êtes la seule à avoir accès à vos fonds. Je hochai la tête. C'était simple, clair, définitif. En rentrant chez moi, je passai par le parc. Je m'assis sur un banc, observant les passants. Des femmes de mon âge marchaient seules, d'autres tenaient leurs petits-enfants par la main. Je me demandais combien d'entre elles vivaient avec cette peur silencieuse d'être mises de côté, ignorées, utilisées. Je compris alors que ce qui m'était arrivé n'était pas exceptionnel. C'était juste rarement raconté. Le soir, je pris mon carnet pour la dernière fois. Celui qui avait tout vu naître, les doutes, les preuves, les décisions. Je relus quelques pages, puis je le refermai. Il n'était plus nécessaire, je n'avais plus besoin de me défendre. Tout était établi. Je me regardais dans le miroir du salon. Les traits fatigués, oui, les cheveux gris, bien sûr, mais le regard? Le regard n'avait jamais été aussi clair. Je ne me sentais ni victorieuse ni amère, je me sentais entière. On m'avait prise pour une femme qu'on pouvait contourner, pour une pension qu'on pouvait gérer sans demander, pour une vieille voix qu'on pouvait faire taire. Il s'était trompé. Vieillir n'efface pas la lucidité. Vieillir n'enlève pas le droit de décider. Vieillir ne signifie pas disparaître. J'avais perdu des illusions, peut-être même une partie de ma famille telle que je la connaissais, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même.
Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a rappelé quelqu'un que tu connais, ou peut-être toi-même, abonne-toi, mets un like et partage ton avis en commentaire. Parce que ces histoires existent, et parce qu'aucune femme ne devrait rester silencieuse face à l'injustice.